Oui, on est aligné dans la bonne direction. On devrait pouvoir conclure dans les semaines qui viennent des bons accords, mais c'est une rencontre de travail. Ce ne sera pas le moment de célébrer. Dominique Leblanc, bonjour. Merci d'être des nôtres. Bien, bonjour, M. Thibault. Monsieur Leblanc, bon, on l'a entendu cette semaine, on l'a entendu dans l'extrait il y a quelques secondes. M. Trudeau semble très, très près d'une entente en matière de santé avec les collègues des provinces et des territoires. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la rencontre des ministres de la Santé à Vancouver où tout le monde avait l'air à couteau tiré? Bien, moi, je pense que les premiers ministres et notre gouvernement, on a travaillé depuis les rencontres à Vancouver de l'automne passé. M. Trudeau a parlé à plusieurs premiers ministres, dont le premier ministre Legault, le premier ministre Ford. Moi, j'en ai parlé moi-même à plusieurs premiers ministres. On comprend que les Canadiens veulent voir une entente qui va améliorer le système de soins de santé. On voit la pression. Moi j'ai passé 2 mois comme résident à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Je connais les gens qui travaillent dans cet hôpital-là. On connaît à travers le pays des gens qui travaillent dans le système de soins de santé. La pression est énorme. Les Canadiens sont inquiets avec raison. Ils veulent voir les gouvernements coopérer pour trouver des solutions. On a toujours dit qu'on était prêt à investir davantage un financement fédéral, mais on veut juste nous assurer, assurer les contribuables canadiens que ces investissements vont amener de meilleurs résultats, un accès accru, vont alléger les difficultés en termes de personnel dans les hôpitaux. Et nous voyons énormément de bonne volonté de la part des premiers ministres pour discuter les meilleures façons d'arriver à ces résultats-là ensemble. Et le premier ministre a décidé que c'était un bon moment d'inviter ses homologues à une discussion. Quand est-ce que vous êtes dit, on parle plus de normes nationales? Parce que pendant un bout de temps, il y a 2 discours du trône, vous dites, on va imposer des normes nationales aux provinces. Là, on parle de priorité, on parle de travailler ensemble. Quand est-ce que vous êtes dit, OK, on va reculer un peu sur celle-là? Bien, ça faisait partie des discussions entre les paliers de gouvernement. Le gouvernement du Québec était très clair, comme d'autres provinces, qui voulaient collaborer, mais ne voulaient pas qu'une situation soit imposée d'Ottawa, pour utiliser votre mot. Ça n'a jamais été notre volonté dans le sens, on veut s'assurer que les investissements fédéraux des contribuables canadiens amènent des améliorations. C'est la volonté des provinces aussi. Alors, si on peut s'assurer, par exemple, dans la question des données, qu'il y a une transparence envers les citoyens, les contribuables, voici l'argent donné par les gouvernements, puis voici les résultats qu'on est allé obtenir avec cet argent-là. Mais ça va bénéficier tout le monde et ça devient un incitatif pour tout le monde dans le système d'avoir des meilleurs résultats. Et c'est ça que les gouvernements souhaitent ensemble. Vous avez parlé de retour sur l'investissement, l'argent. Les provinces disent, il nous faut 28 milliards. Que c'est raisonnable. M. Trudeau a dit, moi, j'ai une idée, j'ai un montant en tête, une proposition qu'il, lui, qualifie de raisonnable. 28 milliards, c'est raisonnable? Bien, qu'est-ce qui est raisonnable, je pense, c'est de s'asseoir avec les premiers ministres des provinces, comme ils ont demandé depuis longtemps, et de partager avec eux autres une proposition détaillée, y compris des montants que nous allons proposer aux provinces. Et Près c'est de ça 28 milliards? C'est une grosse majoration, on se rend dans Pas de les doute. autres 28 milliards. Pas de doute, c'est une grosse majoration. Compte tenu de cette année seulement, les transferts vont augmenter d'entre 9 et 10 basés sur la formule actuelle. Ça, c'est 4 milliards de dollars cette année de nouvel argent et ça bâti en perpétuité dans la formule. Alors, il y a des augmentations déjà très importantes qui vont se faire, mais les détails de quel montant et quelle structure, ça va être ça la discussion. Parallèlement à la rencontre sur la santé, il y a Mme Freeland, votre collègue, qui, elle, travaille sur le budget. Vous avez de moins en moins de marge de manœuvre, l'économie ne va pas très bien, on parle de plus en plus de récession. Avez-vous de la place dans ce budget-là pour ces majorations-là, puis pour aider davantage les Canadiens qui pourraient en avoir besoin? Oui, on aura de la place dans le budget fédéral pour encadrer une entente si on arrive à la bonne entente avec les provinces pour les soins de santé. Est-ce que ça va vouloir dire couper ailleurs? Il va falloir restreindre les dépenses à un moment donné, non? Peut-être qu'il n'y a pas de question de couper. Beaucoup des programmes qu'on a vus dans la période de la pandémie arrivent et sont arrivés déjà à la fin. On va investir davantage sur la transformation de l'économie vers une économie durable. Ça, c'est une priorité. Mais il faudra que le gouvernement regarde, étant donné la situation financière, regarde nos priorités en termes de qu'est-ce qui est urgent cette année, qu'est-ce qu'on pourra peut-être
faire l'année prochaine ou l'année d'après. Qu'est-ce qui pourrait être relégué à l'année prochaine, l'année d'après? Ben, c'est ça le processus budgétaire que Mme Freeland fait avec les Oui, ministres. mais là, tout de vous avez suite. une série de meetings cette semaine pour en discuter. Oui, puis moi, je ne connais pas les demandes budgétaires en détail de tous mes collègues. Comme ministre de l'Infrastructure, c'est sûr, j'ai eu une bonne conversation avec Mme Freeland en ce qui a trait au portefeuille de l'infrastructure. Mes collègues font la même chose et le premier ministre et Mme Freeland vont décider au cours des prochaines semaines dans le processus budgétaire. Vous connaissez bien le processus. Mais donc, vous vous êtes fait dire, modérez vos attentes un peu, c'est ça? Bien, Mme Freeland a été très transparent publiquement lors de nos rencontres à Hamilton la semaine passée. Elle a dit que la situation financière cette année sera plus serrée que peut-être on aurait attendu il y a 2-3 ans. Alors, tous les ministres et tous les programmes gouvernementaux vont être examinés à travers cette analyse-là. Vous reprenez les travaux parlementaires cette semaine, retour en Chambre, et là, il y a une série de projets de loi qui sont toujours sur la table, qui auraient dû, à certains égards, être adoptés il y a déjà longtemps. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez faire adopter rapidement? Écoutez, n'importe quelle mesure qui va aider les Canadiens en termes d'abordabilité, en termes du coût de la vie. On a devant le Parlement des mesures budgétaires de l'année passée. Toutes les mesures financières qui vont aider les familles du Canada, toutes les mesures qui sont essentielles, par exemple, dans la lutte contre les changements climatiques, demeurent prioritaires. La question des langues officielles, pour nous, est une grande priorité. Vous l'avez promis en 2015. C'est encore C13. Bon, on n'a pas, c'est ça, on n'a pas promis un projet de loi en 2015. Une réforme de la loi sur les langues On officielles. avait proposé un projet de loi au dernier Parlement. On a réintroduit le projet actuel. Pour le moment, c'est bloqué en comité. Nous avons un gouvernement minoritaire. Il faut travailler avec les parlementaires. On a eu des bonnes discussions avec le NPD. Moi, je ne suis pas pessimiste que dans les prochains mois, on va adopter le projet de loi qui va vraiment moderniser d'une façon importante la loi sur les langues officielles. Avant le congé d'été? Moi, je l'espère. Moi, je l'espère que même avant Pâques, si on est chanceux. Un mot sur le convoi des camionneurs qui occupait le centre-ville d'Ottawa il y a exactement un an, cette fin de semaine. Qu'est-ce qui a changé, d'après vous? Mais moi, j'étais ici pendant ces semaines-là. Ça faisait aucun bon sens qu'est-ce qui se passait au centre-ville d'une capitale d'un pays du G7. La frustration des gens au début, je pense, a été énormément motivée par des mesures sanitaires quand ce qui a trait à la lutte contre la COVID. À la fin, il y avait toutes sortes de frustrations, franchement, qui, à bien des égards, n'étaient pas beaucoup attachées à la réalité. Il n'y a pas de doute que la loi sur les mesures d'urgence a donné une façon d'amener à une conclusion, et une conclusion paisible. On va voir le rapport du juge Rouleau au cours des prochaines semaines. On a hâte à voir non seulement son analyse de qu'est-ce qui est arrivé, mais ses recommandations quant aux mesures possibles pour éviter un recours à la loi sur les mesures d'urgence advenant à une telle manifestation qui devient illégale et qui occupe une centre-ville. Est-ce que, on a beaucoup parlé du discours politique qui a enflammé ces gens-là. Est-ce que votre premier ministre porte une part de responsabilité dans le type de mots, dans le type de discours qui a été mené, qui a peut-être enflammé ces gens-là? Bien, je pense pas que M. Trudeau a amené des Timbits puis du café aux manifestants comme M. Poilievre. Je n'ai pas vu M. Trudeau sur un pont en train de saluer l'arrivée de ces gens-là qui allaient hurler des insultes à des femmes, à des personnes racialisées, puis occuper une centre-ville. Moi, je crois que la frustration avec les mesures nécessaires dans le contexte d'une pandémie a agité énormément de gens. On comprend ça. Les gens étaient tannés, frustrés, on accepte ça, mais ça ne justifie pas du tout le comportement de ce qui est arrivé au fil de 3 semaines à Ottawa. Dominique Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous, M. Thibault.